vos questions par chat, nous y répondrons durant la visio. Cette visio sera enregistrée. Vous pourrez donc retrouver le lien sur le site Aidant 44. Si vous ne souhaitez pas apparaître, pensez à bien désactiver votre caméra. Voilà pour les éléments techniques. Eh bien, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis Carole Dalibert, chargée d'information à l'UDAF de Loire-Atlantique. J'interviens sur le site Aidant 44 avec ma collègue Sandrine Laillé, qui est plus particulièrement chargée de l'administration du site. Pour ma part, j'interviens sur la ligne téléphonique d'information et d'orientation qui est associée au site Aidant 44. Le site Aidant 44 est porté par l'UDAF de Loire-Atlantique. Juste un petit focus, l'UDAF 44, c'est un regroupement d'associations familiales qui a pour mission de représenter et de défendre l'intérêt de toutes les familles. Mais l'UDAF 44, c'est aussi des services d'accompagnement social, des services de protection juridique des majeurs et des services dédiés au grand public, comme celui des aidants. Et c'est donc à travers les remontées de ces services et les bénévoles des associations que l'UDAF a souhaité créer un outil d'information pour les aidants. Et c'est donc dans ce contexte, et avec l'aide du conseil départemental, que le site Aidant 44 a été créé en 2018. Donc, on va vous présenter une petite vidéo qui va vous permettre de découvrir le site Aidant 44. Bienvenue sur le site Aidant 44. Que vous soyez aidant d'un proche en situation de handicap, en perte d'autonomie ou de maladie, retrouvez sur Aidant 44 toutes les informations et solutions pouvant faciliter votre quotidien. Vous trouverez sur le site Carole, est-ce que tu peux remettre ton son, excuse-moi? vous vous absentez de votre domicile. Rendez-vous dans la rubrique à domicile. Ça fonctionne? Vous êtes aidant de votre conjoint atteint d'un cancer? Plusieurs rubriques à consulter. Des lieux pour échanger. Dans la rubrique santé et bien-être, des associations pour s'informer sur la maladie et le handicap. La rubrique vie professionnelle consacrée aux aidants en activité. Vous pouvez également faire vos recherches via des mots-clés. Nous proposons des solutions adaptées à vos besoins grâce aux critères. Un agenda avec plus de 300 éléments référencés chaque année près de chez vous. Des conférences, des groupes de parole, des informations et formations sur les maladies et handicaps, des séances de cinéma adaptées et bien d'autres. Vous pouvez consulter toute l'actualité des aidants. Vous n'avez pas trouvé votre réponse sur le site? Une chargée d'information et d'orientation vous accueille au 02 51 80 30 19 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Alors n'oubliez pas, vous êtes aidant, aidante. Vous aidez un proche. Le site Aidant 44 vous accompagne. Le site Aidant 44 est porté par l'UDAF de Loire-Atlantique avec le soutien du département de Loire-Atlantique et la conférence des financeurs. Donc voilà pour la présentation du site Aidant 44. Donc le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Je suis aidant et je travaille ». Donc l'objectif de ce webinaire va être d'informer les salariés aidants sur leurs droits et sur les dispositifs existants pour concilier vie professionnelle et rôle d'aidant. Tout d'abord, une définition du terme aidant. On définit l'aidant comme une personne qui accompagne un proche en situation de handicap, de maladie ou de perte d'autonomie, et ce de manière régulière et à titre non professionnel. Un aidant, c'est donc quelqu'un qui est présent auprès d'un proche en difficulté, et ce, quel que soit le profil de son proche.
que ce proche soit une personne âgée, un conjoint en situation de maladie ou que vous accompagnez un enfant en situation de handicap. Tout d'abord, quelques chiffres. En France, on compte 11 millions de personnes aidantes d'un proche et un salarié sur 5 est aidant. Ainsi, 47% des aidants travaillent. 54% des salariés aidants se disent d'ailleurs épuisés et 49% se disent stressés par cette double mission. Et 37% ont dû réduire ou aménager leur temps de travail. Mais paradoxalement, seulement 25% des salariés aidants ont informé leur employeur de leur situation d'aidance. Donc, on constate que cette aide, elle a un impact sur la vie personnelle et professionnelle de l'aidant. Ce webinaire va donc avoir pour objectif, on va essayer de vous présenter dans ce webinaire les dispositifs qui existent, les lieux d'information et d'orientation qui vont pouvoir répondre aux besoins des aidants salariés. Donc, Irène Philippot va vous présenter les missions et organisations des plateformes de répit qui sont mises en place sur le département de Loire-Atlantique. Nous évoquerons avec ma collègue Sandrine Laillé les droits au congé et les aides financières qui peuvent être proposées aux aidants et aux aidés. Et enfin, Sophie Bertrand vous présentera l'offre du service d'action sociale de la caisse de retraite Agirc-Arrco. Donc, avant de laisser la parole à Irène Philippot, nous souhaitions évoquer les lieux ressources lorsque vous êtes en situation d'accompagnement d'un proche. Donc, on peut citer les CCAS, Centre communal d'action sociale de votre commune, les espaces départementaux de solidarité qui sont développés sur l'ensemble du département, et puis les CLIC. Le CLIC, c'est un interlocuteur privilégié lorsque vous êtes aidant d'une personne en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Il existe également les plateformes de répit qui sont développées aussi sur l'ensemble du département et cela vous sera présenté par Irène Philippot dans un second temps. Vous pouvez également, en tant qu'aidant, solliciter les services d'action sociale de votre caisse de retraite ou celle de votre aidé, telle que celle de l'Agirc-Arrco. Les organismes de prévoyance et de mutuelles peuvent également proposer des aides. Par exemple, des aides à domicile. Votre aidé est hospitalisé, il sort d'hospitalisation. La mutuelle peut prévoir une prise en charge de ces aides à domicile. Et enfin, les associations sont aussi des lieux ressources importants, comme les associations qui sont spécialisées dans la maladie ou le handicap de votre proche. Voilà pour une présentation, je dirais, non exhaustive d'interlocuteurs ressources pour les aidants. Je vais maintenant laisser la parole à Irène Philippot, qui va donc vous présenter la plateforme de répit et d'accompagnement du secteur des Pays de Ré. Je te laisse donc la parole, Irène. Peut-être le micro est coupé. Ton micro est peut-être coupé. On va vérifier ce qui se passe. C'est bon là? Oui, c'est bon. C'est bon. On t'entend bien. Donc bonjour, donc Irène Philippot, je coordonne l'association Reds Accueil qui a donc un accueil de jour donc pour personnes qui ont des troubles cognitifs et la plateforme de répit pour les aidants de personnes âgées. Je vais donc vous présenter ce qu'est une plateforme de répit pour les aidants. Donc, il existe déjà deux plateformes de répit pour les aidants. Donc, une plateforme de répit qui s'appelle PFRA-PA, qui s'adresse vraiment aux aidants de personnes âgées atteintes de maladies neuroévolutives ou neurodégénératives ou en perte d'autonomie. Et il existe également des plateformes de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap à partir de 20 ans, qu'on va appeler PFRA-PH. Les professionnels également peuvent prendre contact évidemment avec les plateformes de répit, puisqu'ils sont souvent, il peut y avoir des personnes qui travaillent dans les services à domicile qui interviennent auprès des aidants et qui vont pouvoir faire le lien en tout cas avec les plateformes. On peut passer au slide suivant. Donc, les plateformes de répit, elles sont créées suite à un appel à projet de l'ARS. Donc, c'est financé en totalité par l'ARS. Nos missions, ce sont vraiment des missions de soutien individuel, vraiment pouvoir prendre en compte les besoins de l'aidant, de soutien collectif, pouvoir proposer aux aidants des rencontres, des soutiens, des échanges,
Également du conseil, voilà, pouvoir rediriger, informer, des actions aussi de sensibilisation sur les pathologies, sur l'évolution, sur les petits trucs de la vie quotidienne, voilà, et puis de la formation également. Les plateformes sont missionnées également pour répondre aux demandes de répit au domicile, en tout cas, et répondre aux besoins de répit de l'aidant. Donc, ça peut être également fait par le répit au domicile ou par des séjours de répit notamment. Et il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place dont je vais vous parler plus tard. On peut passer au suivant. Comment fonctionne une plateforme de répit? Donc, la plateforme, je vais vous parler de la plateforme de répit RedSpi, qui est située sur les Pays de Retz. Donc, il va couvrir 3 agglomérations, donc le Sud-Retz, Sud-Estuaire et Pornic-Aglo. Donc, il a concerné en fait les aidants qui sont sur ce territoire et qui accompagnent donc des personnes âgées en perte d'autonomie. Les aidants en fait en difficulté vont pouvoir téléphoner sur la plateforme. Donc la plateforme elle va être en charge de répondre et principalement d'être à l'écoute de l'aidant et de pouvoir un petit peu capter les besoins de l'aidant. Donc ça peut être concrètement un aidant qui est épuisé et voilà, qui n'en peut plus d'assurer 24 heures sur 24. Ça peut être un parent qui est loin. Comment je peux faire pour accompagner ma personne aidée? Mon aidant ne veut pas, ma personne aidée ne souhaite pas rentrer en EHPAD, mais moi, j'en peux plus. C'est ingérable. J'ai peur pour lui toute la journée. Je ne dors plus. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de situations différentes avec des histoires différentes. Donc, le premier échange téléphonique, il va déjà nous permettre de voir un petit peu quels sont les besoins de l'aidant, son urgence aussi. Et puis, donc, suite à ce premier échange, soit on va répondre, soit on va pouvoir transmettre l'information à un autre dispositif parce que ça ne correspond pas aux besoins, enfin, nous, on ne peut pas répondre à ce besoin-là. Soit, en effet, on va partir sur une prise de rendez-vous et donc avoir un entretien individuel, donc une visite à domicile ou sur interlieu, en fonction des besoins de l'aidant, puisque certains aidants ne souhaitent pas nous accueillir à leur domicile, parce que quelquefois, il y a l'aidé à proximité et que du coup, l'échange va être compliqué. L'idée dans cet entretien individuel, c'est vraiment d'évaluer les besoins de l'aidant. Voilà. De quoi a-t-il besoin pour pouvoir se ressourcer et rester au domicile avec la personne aidée ou permettre à la personne aidée de rester à domicile en toute sécurité et pouvoir continuer éventuellement à travailler sans être pris toute la journée dans cette idée de que devient mon aidé. On peut passer au slide suivant. Donc, après l'évaluation téléphonique, on va pouvoir donc faire une évaluation donc, au domicile. Cette évaluation au domicile, elle va pouvoir découler ensuite sur soit un entretien individuel. Donc, l'entretien individuel, ça peut être fait avec une psychologue, enfin, ça peut être fait avec la psychologue ou la coordinatrice. Et puis, cet entretien va être reconduit 2, 3, 4, 5 fois s'il y a besoin. Ce n'est pas un entretien thérapeutique, c'est vraiment un entretien d'accompagnement, d'acceptation, ou en tout cas en fonction des besoins de la personne aidante. On va pouvoir également orienter vers d'autres dispositifs adaptés aux besoins de l'aidant. Certains aidants nous expriment que leur principale inquiétude, c'est comment je vais pouvoir répondre aux dossiers administratifs pour une demande d'APA ou d'autres besoins. Donc là, on va plutôt renvoyer vers le CLIC. En sachant que les plateformes, on travaille beaucoup en partenariat avec les dispositifs existants qu'on a nommés notamment au tout départ. Donc, il y a un gros travail de partenariat avec ces dispositifs, avec également les EHPAD, avec les CRT, donc les comités les centres territoriaux et de ressources qui sont sur les agglomérations. Voilà, donc c'est vraiment un gros travail de partenariat et avec aussi toutes les associations qui interviennent auprès des aidants.
ainsi que les clics, les CCAS, etc. Donc, c'est vraiment un travail avec eux. Quand on a un premier entretien, en fonction de l'entretien, et si l'aidant est d'accord, on peut également intervenir auprès du clic, par exemple, et demander à ce que le clic rappelle l'aidant en fonction des disponibilités et des difficultés de chaque situation. Voilà, on va pouvoir poursuivre. On va également pouvoir proposer l'accompagnement collectif. Donc, on a l'accompagnement individuel par la psychologue et on peut proposer un accompagnement collectif existant sur le territoire. Donc, il y a ce que propose RedSpi, donc la plateforme, qui sont des actions collectives telles que la marche avec les aidants, accompagner leurs aidés dans certaines situations, ce qui va pouvoir permettre au binôme de pouvoir se déplacer, d'être accompagné et de pouvoir permettre à l'aidant de ne pas avoir le souci de la personne aidée qui l'accompagne sur ce temps d'échange. Tous ces temps collectifs ont également pour objectif de permettre aux aidants de se rencontrer, de pouvoir rencontrer et de pouvoir échanger aussi sur les besoins et sur les petits trucs du quotidien que chacun peut avoir. On va également pouvoir proposer des ateliers de socio-esthétique, voilà, qui va permettre à l'aidant de se poser, de prendre soin de lui, de prendre du temps, d'échanger, de rencontrer. Et on propose également de la détente par le rire, de la danse, des temps de rencontre des aidants, des jeux de société, etc. Voilà. Et puis, il y a des ateliers mémoire également qui sont proposés avec les aidants et les aidés. Ça, c'est vraiment sur des actions collectives qui sont plus conviviales ou pour vraiment prendre du temps pour soi. On propose également des groupes de parole animés par la psychologue. Donc, on a des groupes de parole pour les aidants conjoints et on a des groupes de parole pour les aidants enfants qui vont permettre également, en fonction des besoins, de pouvoir les partager, échanger, mieux comprendre l'évolution des pathologies, les comportements et prendre surtout du recul pour pouvoir se ressourcer plus facilement. Il y a également des formations, de la sensibilisation sur les pathologies, par exemple sur la maladie d'Alzheimer, sur la maladie de Parkinson. Tout ça en partenariat, notamment avec France Alzheimer, France Parkinson, avec les EHPAD qui nous entourent, qui sont sur le territoire, avec les associations et tous les dispositifs qui existent et qui accompagnent les aidants. On propose également de l'information auprès de ces aidants. Voilà, on peut poursuivre. La troisième proposition, également, en fait, des temps de répit. Donc, on a le temps individuel, les temps collectifs. On va pouvoir aussi, sur ce temps collectif, je n'ai pas précisé, si on est par exemple sur le territoire de Sud-Estuaire, on sait qu'il y a des associations qui proposent par exemple des groupes de parole, des temps d'action pour les aidants. La plateforme est en mesure également de remettre en lien avec tout ce qui existe sur ce territoire. Le troisième point, c'est le temps de répit. Donc, on va pouvoir proposer aussi des temps de répit lorsque l'aidant en a besoin. Donc, en ce qui concerne la plateforme, elle va pouvoir proposer l'accueil de jour, évidemment. Donc, nous, on est situé sur Machecoul, mais proposer également d'autres accueils de jour qui existent sur le territoire. La plateforme de répit va pouvoir également proposer, là on a répondu à un appel à projet ARS également, sur le répit à domicile. Donc en fait, il s'agit d'un temps libéré ou d'un temps de répit. Le temps libéré, il est de 2 à 4 heures et le temps de répit, il est de 4 à 7 heures. Ce temps-là permet en effet à une aide-soignante diplômée avec une formation spécialisée en gérontologie d'intervenir au domicile de la personne aidée et aidante pour que l'aidant puisse se libérer sur ce temps-là, de 2 à 4 heures ou de 4 à 7 heures. Ce temps, il est pris en charge, ainsi que toutes les propositions qui vous ont été faites, qui ont été présentées, tout est pris en charge financièrement par l'ARS, à partir du moment où c'est la plateforme qui propose, ou la conférence des financeurs qui finance également.
Donc, tout ce temps de répit à domicile va être, on ne va pas vous demander de participation financière. Il sera limité, par contre, à deux temps pour le temps, 2 interventions pour le temps de répit et 5 interventions pour le temps libéré. L'objectif de ce temps-là, c'est de répondre ponctuellement aux besoins de l'aidant sur du répit, mais également de permettre souvent une première séparation à la personne aidante et à la personne aidée, de prendre en compte aussi, de prendre conscience également que la personne aidée peut être accompagnée par quelqu'un d'autre que moi aidant, voilà, aidant au quotidien, et de pouvoir permettre en effet peut-être une projection pour une intervention d'une association ensuite sur le domicile ou d'une première séparation sur une halte relais, sur un autre accueil de jour, etc. Donc ce sont vraiment, en fait, à vraiment prendre en considération notamment ces premières séparations qui sont souvent difficiles. On va pouvoir proposer également sur le territoire, et il existe des haltes répit, des haltes relais, c'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir mettre dans ces lieux-là pendant 3-4 heures la personne aidée qui permet à l'aidant de partir à la piscine, à la plage, de se reposer. Voilà. La même chose pour l'accueil de jour, mais là, ça va être à la journée. Donc, il existe des accueils de jour autonomes qui ne sont pas dépendants d'un EHPAD ni d'un hôpital. Les accueils de jour non autonomes qui sont plus adossés en fait à un EHPAD. Et puis, il existe également les accueils de jour familiaux, ce qui va permettre en effet de répondre à des besoins, à des profils différents. L'accueil familial, il va répondre en effet à, il va accueillir 2-3 personnes qui sont en besoin, des personnes aidées. Et les accueils de jour collectifs, les plus importants, peuvent avoir des agréments de 6, 10, 15 personnes à la journée. Sur certains accueils de jour proposent le transport, c'est-à-dire qu'on va chercher les personnes au domicile et les ramène le soir. Pour d'autres, c'est la famille qui va devoir se déplacer ou gérer en tout cas le transport jusqu'à l'accueil de jour. Les tarifs, ils vont être à la journée entre 25 et 40 euros en moyenne, hein, voire même 30 à 40 euros. Et il faut faire une demande d'APA auprès du département qui peut aller jusqu'à environ 20 euros en fonction du GIR de la personne aidée et des impôts, en fait, de l'aspect financier. Il existe également les accueils temporaires. Vous souhaitez partir en vacances, vous êtes inquiet pour votre personne aidée. Si personne n'intervient dans la semaine, ce sera compliqué, ou même le soir, etc. Il existe l'accueil temporaire dont vous pouvez bénéficier donc, pour accueillir la personne aidée. Donc, il y a des lieux d'accueil temporaire où là, l'accueil temporaire permet d'accueillir une quinzaine de personnes. Et sur d'autres, notamment dans des EHPAD, ils pourront accueillir 3-4 personnes. Donc, c'est important, si vous prévoyez de vous absenter 15 jours et vous savez que c'est compliqué de laisser la personne aidée seule au domicile, ou où vous êtes conjoint et vous avez besoin de répit, il existe en effet l'accueil temporaire qui peut aller jusqu'à 3 mois sur une année. Et vous pouvez bénéficier d'aide également. Il faut faire une demande d'APA à ce moment-là. Il existe également les séjours de répit, donc ils vont vous permettre de partir avec la personne aidée en binôme sur ces séjours de répit. Donc il y a des associations qui proposent des séjours. Des EHPAD également peuvent en proposer. Voilà, les plateformes, certaines plateformes en proposent également. En ce qui nous concerne, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis encore en place, hein, parce qu'on est assez récent. Il y a les temps de répit de services à domicile, dont je vous ai parlé donc, par l'intermédiaire des plateformes, mais également par l'intermédiaire d'associations ou de services à domicile. Donc ça, c'est important de se renseigner sur votre territoire, de savoir en fait quels sont les services qui peuvent intervenir. Donc, ils peuvent parfois intervenir 1 heure, 2 heures, voilà, contre rémunération par contre. Mais en tout cas, si par exemple le répit à domicile de la plateforme a bien fonctionné, il peut être pris ensuite par un service à domicile plus régulièrement. Et puis, il y a le relayage qui peut se mettre en place également, où là, il s'agit de pouvoir prendre en charge la personne aidée à son domicile pendant 2 ou 3 jours.
Donc là, c'est contre financement également. Voilà en ce qui concerne les répits possibles. Voilà. Et puis, donc, voilà, on peut passer à ce slide. Donc là, vous avez une petite carte des plateformes de répit qui existent sur le 44. Donc, vous trouverez en rouge les plateformes de répit pour les personnes, pour les aidants de personnes âgées, et en noir, les plateformes de répit pour les personnes en situation de handicap qui ont plus de 20 ans. Donc, c'est important si vous êtes en difficulté, si vous êtes épuisé, vous êtes en questionnement, soit par rapport, vous avez besoin d'informations pour avoir plus d'informations sur les pathologies, sur vos droits. Alors, les droits, on va plus vous renvoyer sur les clics pour les personnes âgées. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir répondre, en tout cas être à l'écoute également de vos besoins pour pouvoir maintenir un équilibre au sein de votre foyer. Voilà, en tout cas, vous maintenir un équilibre en tant qu'aidant. Voilà. Merci Irène pour cette présentation, mais peut-être avez-vous des questions? Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, Nicolas. Alors, on a une première question qui était, voilà, quand on dit personne âgée, on parle de quel âge? À partir de quel âge? À partir de 60 ans. Ok, réponse très Merci. claire. Et puis, on a une autre question sur la plateforme Répit. Est-ce que Répit intervient sur la région de Clisson? Non, sur la région de Clisson, il faudra s'adresser à l'ADMR, la maison des aidants. Pardon, excusez-moi, la place des aidants. C'est la plateforme La Place des aidants sur Clisson. Voilà, on peut le voir sur la carte Oui, actuellement. effectivement, voilà, Oui. effectivement sur la carte de. Qui est soutenue donc par l'ADMR. Voilà, vous avez ici les différentes plateformes qui existent. Très bien, donc merci encore. Donc on va maintenant laisser la parole à Sandrine Layet qui va évoquer avec vous, qui va vous évoquer les aides financières et congés destinés aux aidants. Oui, il y avait non, c'est bon? Je vois qu'il y a une Oui, information. Alors, a priori, j'ai dû faire une erreur, mais par rapport à la plateforme de répit pour les personnes en situation de handicap, j'ai oui, mis à partir de 20 ans, mais j'ai aperçu un petit constat. mail. La personne disait que j'avais fait une erreur à ce niveau-là. C'est-à-dire? J'ai pas eu le temps de tout voir. Ouais, bon, on Donc, ça regardera tout. va être Ouais, concernant l'âge. Donc, il faudra ouais, peut-être d'accord. Il vérifier. faudra Voilà. peut-être En revenir tout tout cas, à voilà. l'heure là-dessus. D'accord, Ok. très bien. Il y a une Voilà, autre demande, si le même type de service existe dans le 49. Oui, voilà, sur tous les pays de la Loire, il y a des plateformes de répit et tout le pays de la Loire aujourd'hui est couvert par des plateformes de répit pour les aidants. D'ailleurs, une petite précision, vous avez, nous, on a le site Aidant 44, voilà, sur la Loire-Atlantique. Il existe aussi un site internet destiné aux aidants sur le 49 où vous retrouverez effectivement l'organisation des plateformes de répit sur ce site. Il y a également la question en Seine-Maritime. Alors peut-être qu'on peut répondre plus globalement sur cette question de la géolocalisation. Ben, c'est vrai qu'après, c'est chaque département et chaque Mais oui. région qui organise la mise en place au nom de plateformes. Donc ça, il va falloir se renseigner peut-être auprès des clics ou des services sociaux du secteur où vous habitez, si vous n'habitez pas sur les Pays de Loire. Je pense que peut-être déjà en tapant plateforme de répit Mm. pour les aidants sur le secteur ou sur votre territoire, vous aurez sans doute des réponses par rapport Mm. à ça. Alors, je vais laisser la parole à Sandrine parce qu'on va être pris par le temps autrement. Donc, Sandrine, je te laisse la parole pour évoquer les aides financières et les congés destinés aux aidants. Alors, bonjour à tous. Nous allons vous présenter 3 congés pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, tout d'abord, le congé proche aidant, ensuite le congé de présence parentale et pour finir, le congé de solidarité familiale. Alors, déjà, avant d'aborder ces 3 congés pour les aidants, il est important de se renseigner si sur votre lieu de travail, certains dispositifs existent ou peuvent être mis en place, comme par exemple le don de congés entre salariés, si des aménagements du temps de travail sont possibles, comme le télétravail, les horaires flexibles, du temps partiel ou des autorisations d'absence ponctuelles. Et en ce qui concerne le télétravail, sachez que depuis 2023, les salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche bénéficient d'un droit renforcé au télétravail.
Alors, vous pouvez identifier aussi des interlocuteurs au sein de votre entreprise pour échanger sur votre rôle d'aidant, comme par exemple votre responsable, les ressources humaines, la médecine du travail, et on peut contacter aussi les représentants du personnel ou les syndicats. Un autre point à rajouter ici, car depuis 2024, il est possible de débloquer un plan d'épargne entreprise en cas d'activité de proche aidant. Alors, nous avons souhaité faire un focus sur le congé proche aidant, car c'est un congé récent et il est souvent méconnu et donc peu utilisé. Alors, le congé proche aidant est un congé spécifique pour les salariés aidants d'un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ce congé permet à un salarié du privé, du public ou à un travailleur indépendant ou à un demandeur d'emploi de suspendre ou réduire temporairement son activité professionnelle pour accompagner un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie, comme je le disais tout à l'heure. Alors, bien entendu, il y a des conditions à remplir pour bénéficier du congé proche aidant. Alors, tout d'abord, la personne aidée doit être dans une situation de handicap ou de perte d'autonomie d'une particulière gravité, ce qui restreint bien sûr le champ d'application de ce congé, hein. En détail, la personne que l'on aide doit justifier d'un taux d'incapacité permanente, au moins égal à 80%, ou elle doit bénéficier d'un classement GIR entre 1 à 4. Alors, pour expliquer ce qu'est le GIR, le groupe iso-ressources, correspond au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée. Il est calculé à partir d'une grille qu'on appelle AGIR. Et les aidants de personnes évaluées entre 1 à 4 peuvent bénéficier du congé proche aidant. Alors attention toutefois, ce congé ne peut pas se prendre pour accompagner un proche en situation de maladie comme le cancer ou une maladie chronique. Alors, qui peut prendre ce congé? Comme je le disais au tout début, donc ce congé est ouvert à tous les salariés, fonctionnaires, travailleurs indépendants ou demandeurs d'emploi. Un point important concernant le demandeur d'emploi, celui-ci doit être indemnisé. Donc, le congé proche aidant s'adresse aux personnes qui accompagnent un membre de leur famille au sens large. Ça peut être la personne avec qui le salarié vit en couple. Ça peut être un parent, un enfant, un grand-parent, un frère, une sœur, etc., hein. On peut donc bénéficier de ce congé si on accompagne une personne sans lien de parenté, avec laquelle on entretient des liens étroits et stables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le salarié vient en aide à un proche pour effectuer des actes ou activités de la vie quotidienne à titre non professionnel. En ce qui concerne la situation de l'aidé, alors la personne aidée doit résider en France et, comme annoncé précédemment, avoir une reconnaissance d'incapacité au moins à 80%, MDPH ou CPAM, ou être en GIR 1 à 4. Alors, pour résumer, donc sur le plan professionnel, le congé proche aidant entraîne une suspension du contrat de travail, mais pas sa rupture. Voilà. En ce qui concerne la durée, concernant la durée de ce congé, il est de 3 mois, soit 66 jours. Ce congé est renouvelable dans la limite d'1 an sur l'ensemble de la carrière, c'est-à-dire qu'il peut être renouvelé 4 fois. Il est possible de prendre ce congé en une seule fois ou de le fractionner ou le prendre à temps partiel avec l'accord de l'employeur. Alors, par exemple, si vous prenez une journée par semaine, le congé peut s'étaler sur plus d'une année, soit 1 an et environ 3 mois, voyez. Alors, comment faire la demande? Le salarié fait sa demande auprès de l'employeur, qui ne peut pas refuser le congé, sauf si le salarié ne remplit pas les conditions. En revanche, il peut refuser sa transformation en période d'activité à temps partiel ou en fractionnement. Le délai de prévenance est de 1 mois, mais il peut sauter s'il y a un caractère d'urgence, comme une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou une situation de crise. Alors, concernant la rémunération, l'employeur n'a pas l'obligation légale de maintenir le salaire pendant le congé,
sauf accord collectif plus favorable. Cependant, le salarié peut bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, la JPA, versée par la CAF ou la MSA pour les personnes qui relèvent du régime agricole. Alors, cette allocation, elle vise à compenser une partie de la perte de salaire dans la limite de 66 jours par personne aidée. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 6 mois de congé proche aidant, mais seulement 66 jours d'allocation seront versés. Alors, pour résumer, le congé proche aidant, c'est un droit, c'est le droit de s'absenter de son travail. Et la JPA, c'est l'allocation qui vient indemniser ce temps d'absence. Alors, attention, il existe des règles de non-cumul de la JPA. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site du service public. Alors, voilà pour le congé proche aidant. Nous allons parler maintenant de 2 autres congés, donc le congé de présence parentale et le congé de solidarité familiale. Alors, le congé de présence parentale, c'est un congé qui permet de bénéficier de jours pour assister un enfant âgé de moins de 20 ans, gravement malade, handicapé ou accidenté, qui nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Alors, ce congé peut être pris par tous les salariés, fonctionnaires et demandeurs d'emploi. Sa durée est de 310 jours sur 3 ans maximum. Et ce congé peut être fractionné aussi par demi-journée ou temps partiel, toujours avec l'accord de l'employeur. Alors, sauf pour les demandeurs d'emploi où il n'est pas possible de fractionner. Ce congé peut être indemnisé par l'allocation journalière de présence parentale qu'on appelle l'AJPP. Et pour en faire la demande, vous devez contacter la CAF ou la MSA. Et bien sûr, il y a des règles de non-cumul à consulter sur le site du service public. Nous allons terminer avec le congé de solidarité familiale. Alors, le congé de solidarité familiale remplace depuis 2003 le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Ce congé est proposé pour assister un proche, conjoint, concubin, parent, frère, sœur, dont le diagnostic vital est engagé. Il peut être en soins palliatifs, par exemple. Et comme le congé de présence parentale, il peut être demandé par tous les salariés, du privé, de la fonction publique, travailleurs indépendants. L'accompagnement de la personne aidée peut se faire à votre domicile, au domicile de la personne accompagnée ou en EHPAD. Sa durée est de 3 mois, renouvelable une fois. Et en ce qui concerne son indemnisation, l'aidant peut percevoir l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie qui est versée, elle, par l'assurance maladie. Attention, là aussi, le versement de cette allocation ne peut pas aller au-delà de 21 jours. Et là aussi, vérifiez les règles de non-cumul. Autre point, la personne accompagnée ne doit pas être hospitalisée au moment de la demande. Ce congé, il peut être fractionné par demi-journée, temps partiel, avec l'accord de l'employeur. Alors, pour résumer, il existe bien 3 congés qui ne peuvent pas être refusés ou reportés par l'employeur. Pour ces 3 congés, il n'y a pas de condition d'ancienneté. Et en cas de refus non justifié ou litige, vous pouvez solliciter le conseil des prud'hommes. L'employeur peut en revanche refuser le fractionnement ou la transformation en temps partiel. Alors, voilà pour la présentation. J'espère que c'était clair. Je ne sais pas s'il y a des questions, Nicolas. Alors, on a une question sur les aides de proches aidants. Concernent-elles également les parents qui ont en garde des adultes en situation de handicap en accueil de jour et donc à domicile en continu en dehors des horaires d'ouverture? Alors, attendez, c'est pour quelqu'un qui accueillerait une personne en situation de handicap Alors, si à après la personne domicile. veut prendre la parole, il n'y a pas de souci, vous pouvez ouvrir votre micro. C'est Madame Galéron? Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous On entend. vous entend, on vous entend. Oui.
J'ai juste entendu la partie, à un moment donné, vous évoquiez des aides du coup pour les proches aidants, enfin la première partie, notamment Mhm. également des aides financières. Et ma question, c'était justement si ça concernait également les personnes qui ont à domicile un adulte en situation de handicap de 40 ans et plus ou moins, mais Mhm. qui sont en accueil de jour et du coup qui adaptent parfois à leur organisation familiale de travail, justement, pour pouvoir subvenir aux besoins ou à l'encadrement nécessaire de ces adultes qui ne sont pas autonomes, mais qui sont en accueil de jour, donc du coup, par contre, qui rentrent tous les soirs chez leurs parents, vieillissants. Et, Alors, oui, dans les critères, il n'y a pas de contre-indication à cette demande. Donc, oui. Euh, Là, on parle vous parlez plutôt du congé de présence parentale, non, plutôt la le première aide congé qui était proche évoquée. aidant. Oui, Il n'y a pas de critère qui dit que non, l'aider peut être effectivement en accueil de jour. Après, c'est très difficile parce qu'on n'a pas eu encore cette demande. Ouais. Et puis, ce n'est pas indiqué dans les Mm. textes de loi. Alors, c'est pas un Bah, critère le ouais. fait que la personne ne soit dans la journée accueillie en accueil de jour. Je pense qu'on peut effectivement bénéficier d'un congé proche aidant dans la mesure où on est présent, peut-être pas sur toute la journée, mais on est présent auprès de l'aidé. Je pense que ça peut se justifier. Oui, Mm. C'est vrai que souvent, tout ce qui est proche aidant, enfin tout ce qui est aide pour aidant, c'est vrai que c'est souvent, très souvent orienté personnes âgées ou gros troubles cognitifs pour le handicap, mais il y a encore beaucoup de parents qui ont, pour ainsi dire, juste un enfant avec un handicap mental ou autre, mais qui le gardent à domicile parce qu'ils n'ont pas de solution potentiellement. Ouais. alors Donc, je rappelle que les critères pour le congé proche aidant, donc ils sont assez drastiques, hein. C'est un taux d'invalidité ou de handicap euh, à hauteur de 80% et plus. Mhm. Mhm. À Ouais. partir du moment voilà, où le critère est rempli, enfin on va dire, si la personne aidée remplit ce critère, effectivement, il n'y a pas de contre-indication que le congé proche D'accord. aidant ne s'applique pas. Ok, très bien, merci. On a une autre question. Y a-t-il des Oui, plafonds de ressources pour bénéficier du congé solidarité familiale? non plus. C'est un calcul à faire au niveau de ce que le salaire peut. Enfin, c'est par rapport au salaire, c'est un calcul à faire parce que le taux, c'est pas très. Donc, c'est l'assurance maladie qui verse cette allocation. Je ne sais plus si j'ai Plafonné, mis. je pense. Mais c'est un calcul à faire. Si la personne, effectivement, gagne moins par jour, elle peut prétendre, oui, davantage au congé de solidarité familiale parce que c'est son intérêt financièrement. Ce sont des calculs à faire, mais je rappelle aussi qu'il faut faire bien attention. Il y a des règles de non-cumul, mais il n'y a pas des règles de ressources pour ces congés. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. En tout cas, sur la question, il y a pas de plafond de ressources. Tout le monde peut bénéficier d'un congé solidarité familiale. Oui, Après, se pose la oui, question de l'indemnité. Effectivement, oui, ça, c'est un tout à autre, fait. Mm. Ce n'est pas une autre, soumis à critères de ressources. une autre question. Les aidants pour proches atteints de cancer peuvent-ils bénéficier d'un congé aidant? Non, non, parce que justement, c'est ce que je disais auparavant. J'ai bien précisé que c'est voilà, les personnes qui accompagnent un proche en situation de maladie, type cancer ou maladie chronique, ne rentrent pas dans les critères parce que automatiquement, ils sont pas en GIR. À moins que ce soit vraiment, Il y a voilà, une la personne ait dépendance plus de forte. 60 Mm. ans et puis qu'il y ait une dépendance, mais ça rentre pas, non, ça rentre pas Mm. dans les premiers critères qui sont 80% de taux D'invalidité, d'invalidité ouais. ou de handicap et le critère de GIR entre 1 et 4. Par contre, c'est pas le fait qu'il soit dans la situation de maladie, c'est le fait qu'il ne soit pas reconnu soit à 80%
de handicap, soit qu'il n'y ait pas de GIR qui fasse l'évaluation de la dépendance. C'est Voilà, vrai qu'il y c'est a un une peu un vide question. juridique par rapport à ça. Voilà, c'est une question en tout cas que l'UDAF a déjà portée auprès Oui. des pouvoirs publics et continuera de porter. Autre question, il a été évoqué des autorisations spéciales d'absence pour les aidants. Pouvez-vous en dire davantage? Disposez-vous d'exemples où elles ont été appliquées? Elles peuvent être nécessaires lorsque les aidants sont convoqués au tribunal pour les demandes d'habilitation familiale, par exemple. Alors, effectivement, le critère va toujours être, je pense, le degré de dépendance. Après, vous pouvez faire valoir, alors, c'est pas le motif de la convocation pour l'habilitation familiale, c'est avant tout êtes-vous aidant, parce qu'on peut être convoqué pour une décision de mise en place d'habilitation familiale, ne pas être le premier aidant de la personne vulnérable. Mais ensuite, c'est faire valoir effectivement euh, auprès de l'employeur qu'on est aidant et que la personne que l'on aide, je reviens toujours sur le même dispositif, ait bien un degré de dépendance, que ce soit une personne âgée ou un handicap, pardon, si c'est une personne plus jeune. Merci Carole. Une autre question, alors c'est une précision, ça a été un peu évoqué tout à l'heure sur l'accueil de jour. Le congé de solidarité familiale peut-il être sollicité si la personne est hospitalisée? Non, la personne ne doit pas être hospitalisée au moment de la demande. En revanche, effectivement, si la demande est faite 15 jours et qu'après la personne, 15 jours avant et que la personne ensuite est hospitalisée, pardon, le congé de solidarité familiale court toujours. Merci. Et une dernière question dans le chat. Peut-on renouveler le congé de présence parentale au-delà des 3 ans si les 310 jours n'ont pas été utilisés? Oui, si s'il y a un handicap ou si la maladie de l'enfant s'aggrave, mais en général, c'est un nouvel handicap Voilà, qui est alors il y a encore d'autres. détecté. Ah oui. Oui, Euh, oui, non, il n'y a pas de oui. problème, vas-y. Non, non, mais après, on peut peut-être prendre les questions, Oui, voir si, parce que j'ai mes collègues alors, qui. si par exemple Madame Cotet veut prendre la parole pour poser sa question, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Et puis, l'ensemble des intervenants peuvent. Oui, je vois la question de Madame Cotet. Le congé de proche aidant peut-il être fractionné? Oui. Mais pris ponctuellement? Oui. Par exemple, on ne le prend pas sous forme d'une journée par semaine, mais uniquement quand il y a un besoin spécifique et qu'on ne peut pas planifier sur une période. Oui, en revanche, il y a un délai de prévenance auprès de l'employeur. Je crois que c'est 15 jours. À chaque fois qu'on souhaite prendre une journée de congé proche aidant, on doit respecter des délais. Donc là aussi, c'est à aller voir sur le service public. Je crois que c'est 15 jours. Faut que l'employeur soit d'accord aussi de ce fractionnement. Pour une question organisationnelle, ça peut être compliqué, mais c'est tout à fait possible. Il y a une autre question sur le télétravail. Concernant le télétravail dans le privé, est-ce qu'il y a des dispositions légales particulières? Alors là, je pense que la question est plutôt de est-ce qu'on peut avoir plus de télétravail si on est aidant? Ça doit être ça. Alors, il existe un accord collectif, s'il existe un accord collectif ou une charte sur le télétravail au sein de l'entreprise, le document maintenant doit comporter une clause particulière sur les modalités d'accès du télétravail des salariés aidants. Donc, ce droit, enfin, le droit au télétravail peut être renforcé de cette façon. Ensuite, dans d'autres cas où il n'existe pas d'absence d'accord, enfin, où il n'y a pas d'absence, où il y a absence, pardon, d'accord collectif ou de charte, c'est l'employeur qui peut refuser, mais il doit motiver sa décision. Voilà. On n'a plus de questions. Voilà, on peut peut-être On voit poursuivre. que le temps passe, ouais, donc on va poursuivre. Donc voilà, donc ma collègue vous a présenté les aides financières et les droits au congé pour les aidants, mais il existe également d'autres types d'aides, telles que les aides pour les aidés, les aides, enfin la spécificité des droits à la retraite pour les aidants, et des aides que l'on va appeler aides indirectes qui peuvent aussi répondre aux besoins de l'aidant. Donc c'est ce que je vais évoquer maintenant.
Donc, 3 aides principales peuvent être versées en fonction de la situation de l'aidé. Alors, il y a effectivement l'allocation pour l'autonomie, l'APA, la prestation compensation du handicap, la PCH, et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH. Donc, l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie qui va s'adresser à des personnes âgées de plus de 60 ans qui se retrouvent face à une situation de perte d'autonomie. Elle va être attribuée, donc cette allocation, pour financer des dépenses liées au maintien à domicile ou à l'hébergement en établissement, hein. On peut avoir de l'APA à domicile, mais même si la personne âgée dépendante est rentrée en établissement, elle peut continuer à bénéficier de cette APA qui sera versée directement à l'établissement. Ce degré d'autonomie ou de dépendance, il est évalué par la grille Agir, qui a été évoquée tout à l'heure par Sandrine, et l'APA peut aussi servir à rémunérer l'aidant. Donc, première allocation, l'APA. Il existe ensuite la prestation compensation du handicap, qui est attribuée, elle, par la MDPH, et qui va s'adresser à des personnes qui ne peuvent pas réaliser une activité essentielle de la vie quotidienne. Donc, la PCH, elle va permettre de dédommager ou de salarier l'aidant. Mais pour pouvoir salarier l'aidant, il ne faut pas que cet aidant ait une activité professionnelle à temps plein et qu'il ne soit pas retraité. Donc, je dirais que l'APA, c'est pour les personnes qui ont plus de 60 ans, la PCH pour des personnes qui sont en situation de handicap. Alors, l'AEH, là, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et il s'agit d'une allocation qui va être versée non pas directement à la personne aidée, mais aux parents qui ont un enfant en situation de handicap. Et l'objectif est de compenser les dépenses liées à la situation de handicap de leur enfant de moins de 20 ans. Cette allocation, elle est également attribuée par la MDPH en fonction du taux d'incapacité de l'enfant. Et là, par contre, elle est versée par le conseil départemental. Donc voilà 3 aides financières qui vont parfois répondre aux besoins de l'aidé. Alors, en tant qu'aidant, vous pouvez également bénéficier de mesures pour diminuer l'impact de périodes de baisse d'activité professionnelle sur votre retraite. Vous avez travaillé à temps partiel, vous avez dû cesser votre activité professionnelle, ça peut avoir un impact sur votre retraite. Donc, il existe des dispositifs qui vont permettre de diminuer cet impact. Alors, il y a l'AVA, on va appeler assurance vieillesse de l'aidant, la MDA, la majoration de durée d'assurance, et enfin, le départ à taux plein à 65 ans. Le premier dispositif, l'AVA, l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des aidants. L'AVA va s'adresser à des personnes qui sont aidants et qui accompagnent une personne avec un taux d'incapacité de 80% ou plus, aux aidants qui accompagnent un enfant éligible au complément d'AEH, aux aidants qui touchent l'allocation journalière proche aidant ou l'allocation journalière de présence parentale. Et enfin, aux aidants qui accompagnent un proche bénéficiant de l'APA. Donc, on peut le voir, c'est par rapport au dispositif qu'on a vu tout à l'heure, aux aides qui pouvaient être versées à l'aidé. Donc, l'AVA va vous permettre donc de valider des trimestres pleins de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel. Mais pour cela, vous devez donc avoir cessé de travailler ou travailler pendant une période à temps partiel. Donc, premier dispositif, l'AVA. Un autre dispositif, la majoration de durée d'assurance. Donc là, cette majoration de durée d'assurance va vous permettre d'attribuer 8 trimestres supplémentaires à l'aidant. Et les conditions pour bénéficier de ces trimestres supplémentaires, c'est être parent d'un enfant en situation de handicap ou percevoir l'AEH ou son complément. Et enfin, vous pouvez aussi si l'aidé bénéficie de la PCH. Ou alors, je ne sais pas si je suis très claire, hein, soit pour des parents d'enfants en situation de handicap, soit pour des aidants qui accompagnent un adulte en situation de handicap avec un taux d'incapacité d'au moins 80% et avoir cessé complètement son activité professionnelle. Attention, cette majoration de durée d'assurance n'augmente pas le montant de la retraite, mais par contre, elle va permettre d'atteindre plus vite la durée de cotisation nécessaire à un départ à taux plein à la retraite. On n'est pas sur une majoration de la retraite. Dernier dispositif,
c'est le départ à taux plein à 65 ans. Donc, en qualité d'aidant, vous allez pouvoir bénéficier d'un départ à taux plein à 65 ans, même si tous vos trimestres ne sont pas validés. Mais pour cela, il y a des conditions à respecter. Il faut avoir bénéficié d'un trimestre de MDA pour un enfant en situation de handicap, ou alors avoir accompagné un proche percevant la PCH et avoir cessé son activité professionnelle au moins 30 mois consécutifs. Voilà les 2 critères pour pouvoir bénéficier de ce départ à taux plein à 65 ans. Et si vous êtes dans ces critères-là, votre retraite pourra être calculée à taux maximum, même si vous ne réunissez pas le nombre de trimestres nécessaires. Un exemple. Normalement, aujourd'hui, on obtient sa retraite à taux plein à 67 ans. Pour les aidants d'enfants en situation de handicap ou pour les aidants d'un proche percevant la PCH, cet âge de départ à taux plein est ramené à 65 ans. Ça permet de gagner 2 ans par rapport au départ à taux plein. Voilà pour les critères et les dispositifs dont peuvent bénéficier les aidants au niveau de leur retraite. Il existe également des aides que l'on va appeler à ce moment-là aides indirectes. En tant qu'aidant, vous allez pouvoir bénéficier de crédits d'impôt ou d'aides fiscales sous certaines conditions. Et ces conditions-là, vous pourrez les trouver sur le site internet Impôts-Gouv. Il faut savoir qu'il y a des déductions fiscales possibles quand on est aidant ou des crédits d'impôt possibles. Et enfin, en tant qu'aidant, vous pouvez aussi solliciter votre mutuelle ou votre caisse de retraite complémentaire ou celle de votre aidé également. Les dispositifs d'aide aux aidants peuvent être proposés. Voilà pour les aides indirectes. Je vais donc laisser maintenant la parole à Sophie Bertrand qui va vous présenter là le dispositif spécifique de la caisse de retraite complémentaire Agirc Arrco. Et peut-être avant de laisser la parole à ma collègue, vous avez peut-être des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer, sachant que c'est assez technique, ces droits à la retraite. Il y a une Y a-t-il des question questions, sur Nicolas? comment faire valider ces trimestres de retraite, les démarches à effectuer justement pour faire valider cette reconnaissance. Alors, au niveau de cette reconnaissance, c'est-à-dire au niveau de la majoration de durée d'assurance ou de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, hein? Enfin, La je sais pas MDA, ouais, la MDA, c'est ce que la la personne MDA, précise. ouais. Alors, la MDA, il faut faire valoir, enfin, déjà justifier de son rôle d'aidant et du degré de dépendance de l'aidé. On a vu tout à l'heure les critères d'attribution et il faut le faire valoir auprès de son employeur ou de la caisse de retraite. Ok. Je pense que c'est bon pour les questions. On peut. Et pour l'affiliation à la AVA. Alors là, par contre, il y a une affiliation automatique. Si effectivement vous bénéficiez de l'AJPP, de l'AEEH, de la PCH et de la JPA, des prestations qu'on a évoquées tout à l'heure, cette affiliation, elle est automatique. Si ce n'est pas le cas, vous devez demander à la CAF ou à la MSA votre affiliation à l'assurance vieillesse gratuite. Voilà. On a encore une dernière question. Est-ce que vous pourrez mettre le lien du document présenté dans la conversation? Alors oui, on va voir ça ensuite. Peut-être Oui. qu'il sera adressé même à l'ensemble des Oui, il sera participants. adressé, on peut adresser effectivement le lien de cette présentation pour que vous ayez les éléments effectivement écrits. Pardon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à ma collègue. Je te laisse la parole. Merci Carole. Donc bonjour à tous. En effet, je vais vous prendre quelques minutes de votre temps encore. Donc dans un premier temps, je vais remercier l'UDAF 44 pour avoir invité l'Agirc Arrco à ce webinaire. Et en fait, à travers cette présentation, je souhaitais vraiment vous montrer que l'Agirc Arrco, justement, ce n'est pas que la retraite. On a évoqué quelques points par rapport à la retraite. Je vais en ajouter d'autres, mais je vais surtout développer la deuxième partie sur l'offre de services et d'accompagnement et de prévention que propose l'Agirc Arrco. En effet, donc, je suis rattachée au comité Action sociale Agirc Arrco, donc, qui est une branche de l'Agirc Arrco. Donc, très rapidement, je vais poser 3 notions essentielles en fait, au niveau de l'Agirc Arrco. D'abord, vous rappeler ce qu'est l'Agirc Arrco. C'est le régime de retraite complémentaire obligatoire de tous les salariés du secteur privé.
Ce régime, il est complémentaire à la CARSAT, hein, comme vous le savez sûrement, lorsqu'on part en retraite. Pour les salariés du secteur privé, il y a donc le régime de base CARSAT, l'assurance retraite, puis l'Agirc Arrco qui va venir compléter. Ce système, il est piloté par les partenaires sociaux qui définissent des règles et des orientations prioritaires. Je vais vous passer les chiffres très techniques, enfin voilà, vous dire que globalement 96% de la population cotise à l'Agirc Arrco ou ont cotisé ou auront un lien. Je vous donne un exemple, par exemple avec une pension de réversion lorsqu'il y a un décès dans un couple. Si la personne décédée est bénéficiaire d'une retraite Agirc Arrco, et bien même si le conjoint n'est pas rattaché à l'Agirc Arrco, de par la pension de réversion, il pourra bénéficier de tous les services que je vais présenter après. C'est pour ça qu'on dit qu'en effet, 96% de la population sont touchés de près. Et puis, c'est un service, c'est un régime qui est basé sur la solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle. Juste pour finir sur la retraite, parce que je ne peux pas détailler plus, même si c'est un sujet passionnant, en fait, ce qu'il va falloir comprendre, parce que dans les aides que je vais vous expliquer après, si vous voulez, vous allez avoir la fédération. Donc, la fédération, en fait, elle regroupe en fait l'ensemble des caisses de retraite complémentaires. Donc, il reste encore 15 caisses en France. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, si je vous cite la G2R, ProBTP, Malakoff Humanis, et puis il y a toutes les autres caisses qui ont exactement le même fonctionnement puisqu'elles sont pilotées par l'Agirc Arrco, mais qui ont des spécificités juste par de l'ancienneté en termes de compétences sur certains métiers ou certains domaines d'activité, mais le fonctionnement est le même pour toutes. Et bien, en fait, donc, dans certains cas, dans les aides que je vais vous présenter, certaines aides sont portées par la fédération elle-même et puis d'autres aides sont portées par les caisses de retraite complémentaires. J'essaierai de vous le préciser évidemment à chaque fois. Voilà, maintenant que j'ai posé les bases de la retraite, on va dire, on va pouvoir en effet aller un petit peu plus loin dans les aides. Donc, tout d'abord, la première aide. Il faut savoir que là, donc, je parle bien au nom des caisses de retraite complémentaires. En fait, les caisses de retraite complémentaires peuvent vous accompagner dans ce qu'on appelle les aides individuelles. Sur votre droite, vous voyez qu'il y a donc 5 aides qui sont listées. Notamment, elles sont spécifiques aux aidants. Donc, il y a l'aide à l'adaptation du logement, l'aide au soutien psychologique, l'aide aux jeunes aidants, donc qui est réservée aux moins de 26 ans. Aussi, l'aide pour le répit des aidants. Irène, tout à l'heure, a parlé du répit des aidants. Il faut savoir que les caisses de retraite peuvent financer très largement, justement, les séjours de répit lorsque l'on part en couple. Eh bien, les caisses de retraite peuvent participer à ce financement. Et puis, l'aide aux difficultés financières passagères. Donc, ces aides voilà, sont reprises par l'ensemble des caisses. Et donc, nous avons un service qui s'appelle Écoute, Conseil, Orientation. C'est ce service qui vous accueille et selon votre problématique, le besoin d'intervention, eh bien, nous allons vous aider et vous orienter vers les bonnes aides. Alors, là, sur la slide suivante, justement, vous allez peut-être me dire, mais comment je connais ma caisse au final? Eh bien, justement, pour connaître votre caisse de retraite complémentaire, vous allez tout simplement pouvoir cliquer, alors à réception de ce support, ce diaporama, vous aurez le lien pour cliquer et aller sur le site de l'Agirc Arrco. Et en fait, en indiquant tout simplement votre numéro de sécurité sociale, votre nom et votre prénom, on va vous indiquer quelle est votre caisse de rattachement. Alors, soit parce que vous êtes en effet toujours en activité et donc vous verrez votre caisse actuelle, soit parce que vous êtes déjà retraité, mais dans ces cas-là, en effet, vous allez pouvoir voir votre caisse. Et là, du coup, l'intérêt, c'est d'aller directement contacter votre caisse, donc soit par le numéro de téléphone qui est affiché, soit également par Internet. Je vous invite vraiment à aller consulter leur site qui va déjà bien détailler évidemment toutes les aides que les caisses peuvent vous apporter. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, une autre aide apportée par l'Agirc Arrco, ce sont les centres de prévention. En fait, il faut savoir que tout salarié, tout actif qui donc cotise dans le régime privé peut bénéficier d'un bilan de prévention gratuit. Donc ça, ce bilan pour les actifs, c'est à partir de 50 ans. Mais il faut savoir que lorsqu'on est aidant, il n'y a pas de critère d'âge. Donc à tout âge, un aidant peut solliciter donc le centre de prévention de l'Agirc Arrco
Carco pour bénéficier de ce bilan. L'intérêt, c'est que en fait, vous allez pouvoir avoir une consultation donc d'1 heure avec un médecin, 1 heure avec un psychologue. Et l'idée, c'est de balayer un petit peu justement les difficultés rencontrées aujourd'hui et de poser des diagnostics et des préconisations. Donc aujourd'hui, c'est très très rare de pouvoir en effet bénéficier de 2 heures avec des soignants, des médecins. Et donc là, comme je le précisais, en effet, cette prise en charge est gratuite puisque c'est pris en charge par votre caisse de retraite complémentaire. Sur la slide suivante, vous allez voir justement pour les Pays de la Loire, donc les coordonnées du centre de prévention. Alors pour ceux qui habitent Nantes et la région nantaise, sachez que vous pouvez vous rendre évidemment directement dans le centre de prévention. Donc évidemment, on vous conseille de les contacter pour fixer le rendez-vous en amont. Ils sont également présents sur Doctolib. Donc si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez le faire via Doctolib. Donc, à Nantes, pour situer géographiquement, ils sont proches du nouveau tribunal, quartier de l'Éléphant. Il y a 2 antennes aussi à Laval et Angers. Et puis, lorsqu'on ne peut pas se déplacer sur Nantes, sachez qu'on peut faire des visioconférences. Et donc, vous pouvez bénéficier aussi de cet accompagnement, mais directement par les visioconférences. Le prochain service que je vais vous présenter, c'est à destination des 75 ans et plus. Alors, évidemment, ce webinaire alors, ce sera sur la slide suivante. En fait, ce webinaire est destiné aux salariés aidants, mais en effet, vous pouvez être aidant d'une personne âgée. Et donc, dans ces cas-là, sachez qu'il y a 2 dispositifs qui sont destinés aux retraités de l'Agirc Carco pour les plus de 75 ans. Il n'y a aucun critère de ressources. Donc, les 2 dispositifs, l'un s'appelle Sortir Plus. En fait, nous allons, donc dans une enveloppe dédiée, en fait, pouvoir financer des sorties véhiculées pour les personnes qui ne sont plus en capacité de prendre leur véhicule. Ça peut être des rendez-vous médicaux. Irène, tout à l'heure, parlait aussi de l'accueil de jour. Ça peut être éventuellement d'aller en accueil de jour. Donc, en fait, nous, on s'appuie sur des associations ou des entreprises d'aide à domicile. Et c'est une aide à domicile un aide à domicile qui va faire cette sortie véhiculée. Là aussi, tout est entièrement financé par l'Agirc Carco dans la limite donc de l'enveloppe attribuée à chaque retraité. Cette enveloppe est de 300 € par retraité. La deuxième aide, c'est l'aide à domicile momentanée. En fait, elle s'adresse à des retraités qui sont habituellement plutôt autonomes, mais qui ponctuellement ont un souci, on va dire, et ont besoin d'une aide ponctuelle. C'est-à-dire que ça peut être suite à une chute, ça peut être suite à une hospitalisation. Cette aide, elle ne peut pas s'appliquer lorsqu'il y a déjà un plan CARSAT ou de l'APA. On a évoqué l'APA tout à l'heure, qui est déjà mise en place. Il faut savoir que par contre, cette aide, souvent les enfants nous le disent, elle est utilisée et sollicitée justement en amont d'un plan, par exemple, que ce soit APA ou CARSAT, pour permettre justement déjà d'installer des aides. Donc là, ce sont 10 heures qui sont financées par l'Agirc Carco 1 fois par an. On va dire que c'est une aide d'urgence. Là, donc, slide suivante, en fait, on est sur vraiment, on parlait tout à l'heure d'informer et d'accompagner les aidants. Alors, évidemment, on a vu au début de notre webinaire le site UDAF 44, qui est très bien détaillé, très bien fait. Mais on a vu aussi tout à l'heure que certains se posaient des questions sur d'autres régions, d'autres départements. Eh bien, sachez que l'Agirc Carco porte un site qui s'appelle Ma Boussole Aidant. Et donc, pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. Je reviens tout de suite d'abord sur le guide du salarié aidant. Non, c'est très bien. On peut rester sur le guide du on va rester sur le guide du salarié aidant et je reviendrai sur ma boussole aidant après. Le guide du salarié aidant, donc c'est un guide qui est très complet, qui là aussi peut être téléchargé sur le site de l'Agirc Carco. Donc le lien est actif. Il vous suffira juste de cliquer dessus et vous pourrez retrouver ce guide. L'idée, c'est de vous apporter aussi des questions très concrètes. Il est remis à jour très régulièrement sur tout ce que l'on vient de voir, justement, que ce soit les aides financières, les dispositifs légaux, des informations sur des pathologies ou le répit, comme on l'a vu. Donc, toutes ces aides, vous pourrez les consulter. C'est un guide qui fait plusieurs dizaines de pages et très complet. Donc, vous pourrez forcément trouver une réponse à votre situation de salarié aidant. Il est vraiment spécifique aux salariés aidants. Et donc, excusez-moi, en effet, j'avais commencé à parler de ma boussole aidant.
Donc, tout à l'heure, comme je l'évoquais, c'est vrai que certains d'entre vous ont dit, bah oui, là, on voit bien que sur le 44, il y a une multitude d'aides, de services et d'accompagnement. Et en effet, tout est bien recensé sur le site de l'UDAF 44. Ma boussole aidant, donc, est un site porté par l'Agirc Arrco et elle permet de recenser, en fait, ce site permet de recenser tous les services qui existent, toutes les structures sur l'ensemble de la France. Ce site peut être notamment dédié lorsqu'on accompagne un proche qui est sur un autre département, en effet, ou une autre région. En effet, est-ce que l'on va savoir s'il y a une plateforme de répit à Clermont-Ferrand ou sur une autre ville? Eh bien, ce site va permettre de recenser et va vous apporter aussi d'autres informations, style on peut faire des simulations pour savoir quelles aides, les aides dont on peut bénéficier. Et puis, il y a aussi des fiches techniques. Donc, vraiment, prenez ce site comme un complémentaire, évidemment, à Aidant 44 ou d'autres temps forts. Et enfin, je vais juste finir sur les événements que l'on porte en région. Au niveau de l'Agirc Arrco, il faut savoir que régulièrement, nous mettons en place des temps forts, que ce soit en présentiel ou en distanciel, à destination des aidants. Il nous est arrivé d'ailleurs de construire des temps forts et avec Irène sur le Pays de Ré, et d'autres sont en cours. Il faut savoir que ces temps forts se sont proposés au niveau national. Donc, si vous souhaitez savoir si proche de chez vous, il y a un prochain temps fort, vous pouvez là aussi aller sur le site de l'Agirc Arrco. Alors, typiquement, j'annonce que par exemple, à Vertou, donc, qui est dans l'agglomération nantaise, eh bien, à Vertou, le 3 mars, il y aura un temps fort dédié aux aidants avec la Maison des aidants et le clic sur Vertou. Et puis également, nous avons un site qui s'appelle, donc en fait, nous sommes partenaires d'un site qui s'appelle Happy Visio. Sachez que nous programmons tous les mardis des conférences dédiées en fait, alors sur différentes thématiques, mais il y a régulièrement des conférences dédiées aux aidants. Donc ça aussi, vous les retrouverez directement sur tous nos événements sur le site de l'Agirc Arrco. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Vous aurez également accès, pour en savoir plus, à tous les liens que je viens de citer. Alors, c'est vrai que c'était très rapide, mais donc n'hésitez pas si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Merci Sophie, Voilà. c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps du coup. Voilà, vous retrouvez effectivement les coordonnées là sur cette dernière page, les numéros utiles, comme vous l'avez sur la slide précédente également, qui peuvent être effectivement intéressantes et des supports pour les aidants. Sachez que ce webinaire, vous le retrouverez sur le site Aidant 44. Vous aurez le lien, il sera possible de le revisionner quand vous le souhaitez en allant sur le site Aidant 44. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, Nicolas, peut-être par rapport à l'Agirc Arrco et l'intervention de Sophie. Non, il n'y a pas eu d'autres questions. Non, ça semblait être très clair. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons arrêter ce webinaire et merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui et n'hésitez pas à ressolliciter les intervenants qui ont été présents pendant ce webinaire. Merci. Et merci à Sophie Bertrand et à Irène Philippot d'avoir participé à ce webinaire. Ça nous a permis de bien compléter l'information que nous pouvions donner. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.